Ces individus qui opéraient dans la cybercriminalité ont été mis aux arrêts à Ouagadougou. Plusieurs personnes ont été victimes de ces criminels. Le montant de l'escroquerie s'élève à plus de 25 millions de francs CFA. La ville de Djébougou dans le sud-ouest est actuellement confrontée à une pénurie d'eau. À l'origine de cette pénurie, la baisse du débit de l'eau dans les fontaines. En attendant une solution à ce problème, les scènes de disputes sont courantes au niveau des points d'eau potable. La journée internationale de la radio est célébrée ce 13 février. Cette journée a été instituée depuis 2011 par l'UNESCO. À l'occasion de cette 6e édition de cette journée, nous vous amenons à la découverte de l'antenne de Radio Burkina dans la Tapoa. En actualité à l'étranger, la Centrafrique est toujours en proie à l'insécurité. La MINUSCA, la force des Nations Unies en Centrafrique, a mené une opération contre des hommes armés. Cette opération intervenue samedi dernier avait pour objectif de stopper des hommes armés appartenant à une faction de l'ex-rébellion Séléka. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Des cybercriminels dans les filets de la section de recherche de la gendarmerie de Ouagadougou. Avant leur arrestation le 2 février dernier, ils ont tapassé et arnaqué une vingtaine de personnes. Le montant de l'escroquerie s'élève à plus de 25 millions de francs CFA. Ce matin, les enquêteurs ont expliqué à la presse le mode opératoire de ces cybercriminels. Des précisions avec Amadou Ilboudo et Zoubaviel David Dabiri. 4 présumés délinquants, dont 2 étudiants burkinabés, dans les filets de la gendarmerie nationale. Selon le capitaine Isaac Sanou de la section de recherche de Ouagadougou, ces individus appréhendés le 2 février 2017, suite à des dénonciations de population, auraient à leur disposition ce matériel composé entre autres de 26 téléphones portables, d'un ordinateur, de 43 puces de 5 pays africains et européens et des documents de transfert d'argent. Avec ce matériel, Boko Germano de Francisco, de nationalité étrangère, est présenté comme la tête pensante du réseau, appâtait ses victimes avec des méthodes bien particulières. Le mode opératoire consistait pour ces arnaqueurs à utiliser des méthodes connues d'eux, telles le triangle, le wash et le métal. Ils appâtaient leurs victimes au moyen de multiples téléphones, d'ordinateurs portables, et d'un logiciel sophistiqué qui était en mesure de faire apparaître sur le numéro appelé l'indicatif de n'importe quel pays à partir de leur position. Il faisait également faire croire à qui veut les écouter l'existence d'un projet juteux pour lequel ils avaient besoin d'un soutien financier important pour la réalisation. Dès que vous mordez à la maison, vous en devenez victime. Et le préjudice financier causé par cette bande s'élèverait à plus de 25 millions de francs CFA. Une vingtaine de personnes seraient victimes de Boko Germano de Francisco et ses compagnons. Toujours selon la gendarmerie nationale, les enquêtes se poursuivent et les populations sont invitées à plus de collaboration avec les forces de l'ordre. Cap à présent sur Banfora où un incendie a consumé 4 magasins. Cela s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Les marchandises contenues dans ces magasins sont toutes parties en fumée. On fait le constat avec Hassan Gourabou, Siriki Mirego et Karim Sissé. Des pneus calcinés, appareils électroménagers et matériaux de construction en lambeaux. C'est le visage de ces boutiques après le passage des flammes. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais à notre passage, ce sont des commerçants dans le désarroi qui dégageaient leurs magasins ici à Banfora. On a fini de vendre et puis on a fermé l'endroit là. Après, quand on est arrivé à la maison, ça ne va même pas 30 minutes. Je n'ai même pas encore là. On m'a appelé que notre endroit a pris feu. J'ai dit, bon, les gens ont commencé à crier. J'ai dit, non, ne pleure pas. On est venu trouver, on ne peut même pas approcher l'endroit là. On était écartés, les sapeurs aussi fait leur moyen. Bon, vraiment. Hier, on a fermé et rentré. 30 minutes après, on m'a appelé pour dire qu'il y a incendie chez mes voisins qui vendent du carburant. Et de là, ça a tout pris. On a tout perdu.
L'incendie de ces magasins vient rappeler une fois de plus l'épineuse question de la cohabitation entre les dépôts illicites de carburant et les boutiques. Du côté de Farakoba, à quelques 15 km de Bobo-Dioulasso, on apprend que des dégâts importants ont été enregistrés dans l'incendie qui a touché les locaux de l'INERA. Une bonne partie du matériel a été ravagée par cet incendie qui s'est produit dans la soirée du 12 février dernier. Et c'est la troisième fois déjà qu'un incendie a touché le service de l'INERA de Farakoba depuis le début de l'année. On fait le constat avec Karim Ilboudo et Karim Sissi. Pas de pertes en vie humaine ni de blessés, mais les dégâts occasionnés par cet incendie ici à l'INERA Farakoba sont énormes. De cet hangar à la salle de conférence, en passant par les fosses fumières et les stocks de semences, bref, tous ont subi la furie des flammes. Cet incendie apparemment est parti depuis 15 heures et qui a pris de l'ampleur. Bon, parce que vous savez actuellement avec l'état de sécheresse, la végétation, les feux, ça va très vite. Donc le temps que les vigiles qui sont là puissent circonscrire le feu, bon, ça a pris beaucoup d'ampleur. Selon le directeur régional, le feu fait des ravages chaque année à l'INERA Farakoba. Mais cette année est bien particulière car en moins de 2 mois, ils ont enregistré 3 cas d'incendie. Nous pensons que ça peut être accidentel comme ça peut être intentionnel parce que ce n'est pas le premier incendie que nous avons cette année, c'est le 3e déjà. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus proche des bureaux et on ne comprend pas comment ce feu a pu partir. Au dire du premier responsable de cette structure, une enquête sera bientôt ouverte. En attendant, les soldats du feu sont au front pour maîtriser les flammes. Mais l'accès difficile de certaines zones ne leur rend pas la tâche facile. La ville de Djébougou dans le sud-ouest est actuellement confrontée à une pénurie d'eau. À l'origine de cette pénurie, la baisse du débit de l'eau dans les fontaines. La situation oblige les habitants de cette ville à souvent abandonner leurs activités quotidiennes pour passer des heures à la recherche d'eau potable. Conséquence, des scènes de disputes sont fréquentes au niveau des fontaines publiques. On voit cela avec Madou Ouedraogo et Issa Kanana. Potable, une denrée rare dans la ville de Djébougou. Depuis près de 2 ans, pouvoir se procurer ce liquide source de vie relève d'un parcours du combattant. Jours et nuits, femmes et hommes abandonnent leurs activités quotidiennes à la recherche d'eau dans toute la ville, entraînant à certains endroits des scènes de disputes dans les fontaines publiques. Franchement, nous souffrons à cause de cette pénurie d'eau ici à Djébougou. Nous pouvons attendre de 17h jusqu'à minuit et même souvent au-delà de 2h du matin sans avoir aucune goutte d'eau. Nous sommes vraiment fatigués de cette situation. Ce sont les conducteurs de Tricy qui se débrouillent pour nous apporter de l'eau. Une barrique à 1500, si tu n'as pas cette somme, tu ne peux pas espérer avoir de l'eau. Une pénurie d'eau qui paralyse également l'activité économique de la ville. Dans cet hôtel de la place, pas une goutte d'eau pour servir la clientèle. Vous constatez avec moi que je l'ai ouvert, le robinet. Il n'y a rien, que depuis plus de 72 heures, ce matin qu'on a eu quelques gouttes que vous voyez, ça ne peut même pas remplir le seau là. C'est tout juste un peu seulement. Bon, comment dans un hôtel on peut travailler avec ça? C'est bien que la bassine même que vous voyez elle-même, on n'a pas pu la remplir. Une situation d'autant plus préoccupante pour les populations, surtout à l'approche de la période forte de chaleur. Une commune urbaine, ce n'est pas une commune rurale, qui a ce problème d'eau comme si nous étions toujours en zone rurale, ce n'est vraiment pas intéressant. J'ai un regard au niveau de la commune de Djébougou et aider cette population qui, dans ce mois de février, déjà crie au fort pour l'eau. On se demande vraiment comment on va s'en sortir pour les mois de chaleur à venir. Et pour les premiers responsables de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de la province, une baisse substantielle du débit des forages serait la cause de cette pénurie d'eau. Nous avons constaté effectivement une baisse des débits des forages de pratiquement 30%. Nous avons procédé à des investigations, nous avons identifié le problème, mais le problème on ne peut pas décharger cette nappe-là tout de suite. Il faut aller chercher l'eau ailleurs. Donc, et cela a été aggravé aussi par un phénomène aussi qui n'est pas propre à l'ONIA,
c'est le phénomène de l'orpaillage. Face à cela, des initiatives sont prises, notamment la subdivision de la ville en plusieurs zones de desserte quotidienne. Des sites ont été également identifiés pour la réalisation des travaux afin de résoudre un tant soit peu cette pénurie d'eau, rassure par ailleurs le responsable de la zone ouest de l'ONEA. L'ONEA a déjà signé un contrat avec un prestataire qui doit venir réaliser des forages à grand débit. Donc on a pu identifier des sites et avec l'accompagnement d'un fils de la région, qui est l'évêque émérite Sommet, voilà, Jean-Baptiste Sommet, qui vraiment nous a accompagnés et on a pu identifier un site qui est capable à lui seul d'approvisionner pratiquement toute la ville. Des travaux attendus impatiemment par tous, chose qui devrait soulager la souffrance des populations de Diebougou, obligées de parcourir des kilomètres par jour à la recherche d'eau potable. Autre point de l'actualité, la radio est à l'honneur ce 13 février 2017. La journée internationale de la radio célébrée aujourd'hui est à sa 6e édition depuis son institution par l'UNESCO. Mais de nos jours, quelle est l'importance de la radio et quel est son impact sur la vie des citoyens? Une de nos équipes a posé la question à quelques habitants de Ouagadougou. Élément de réponse avec Moussa Ouedraogo, Fanta Kando et Draman Guinée. À pied d'œuvre, ces hommes et femmes de médias font les derniers réglages pour passer à l'antenne. Nous sommes à Radio Burkina. Larissa Tendrebego enregistre son reportage de la matinée. La lutte contre la fraude et la corruption dans l'administration publique au Burkina, c'est la mission à laquelle est voué le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. Pour les citoyens, la radio occupe une place importante. Quant à leur intérêt pour les programmes, les avis sont partagés. C'est les infos que j'aime vraiment beaucoup écouter. Bon, à part les infos, souvent le sport. Bon, j'écoute la musique et puis souvent les annonces là. Surtout les émissions à la radio, ça ne me manque même pas. Ça ne me manque pas. Sinon, la radio est très importante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les informations. Et c'est la nuit que j'écoute la radio. Parce que c'est plus accessible avec mon cellulaire. J'écoute tout, les rétropressives, j'écoute tout ce qui se passe au niveau de la radio. J'écoute plusieurs chaînes. Et quand je me lève le matin, je suis informé. Actuellement, je ne suis pas à Ouaga, je suis en fonction carrément vers la frontière togolaise à Bitou. Et nous avons une radio locale là-bas qui, en temps réel, essaie de nous informer sur ce qui se passe dans le pays. Et franchement, on ne se sent pas exclu. Malgré le fait qu'on est assez loin de Ouaga quand même. Bon, plutôt la musique. Les infos, bon, on a ça à la télé. Donc, plutôt la musique. Souvent, s'il y a les flashs, bon, tu es en circulation, en voiture, tu ne vas pas changer, tu écoutes. En célébrant ce lundi la journée internationale de la radio, la communauté internationale met l'accent sur la participation des auditeurs et des communautés dans la politique et la programmation des émissions. Une célébration placée sous le thème « La radio, c'est vous ». Et la nationale des radios au Burkina se rapproche davantage de ses auditeurs. Les échos des radios Burkina sont désormais en direct et 24 heures sur 24 dans la province de la Tapoua. Depuis fin décembre 2016, la nouvelle fréquence est disponible dans cette partie du Burkina sur le canal 89.5. Comment les populations de la Tapoua ont-elles accueilli l'arrivée de la radio nationale dans leur localité? Élément de réponse avec Alassane Tchendrebego, Rasmata Ouedraogo et Mamadi Ouedraogo. 89.5 FM, c'est la fréquence de la RTB radio, disponible depuis fin décembre 2016 dans la province de la Tapoua. Poste récepteur ou téléphone portable, les populations de cette localité disposent désormais tout ce qu'il faut pour se mettre au diapason de l'information sur la radio nationale. C'est le 30 décembre qu'ils ont fini les installations. Un émetteur de 1 kW pour permettre une bonne diffusion de l'information dans la zone. À Tansarga, tout comme à Diapaga, l'avènement de cette nouvelle fréquence rencontre l'assentiment des auditeurs qui écoutaient souvent la radio nationale par le biais des radios locales ou les bouquets de Canal+. Quand j'ai écouté la RTB à travers mon poste radio, j'ai été marqué parce que je me dis que c'est un défi de développement, de permettre à tous citoyens d'être informés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont été victimes parce qu'ils étaient admis au niveau des concours directs. Ils n'ont pas eu la chance d'être informés qu'ils sont admis. On est très content parce qu'avant, on ne gagnait pas les informations. Alors que l'information est plus importante même que souvent la nourriture. Le matin, bonheur, je l'écoute avant de sortir de chez moi.
Certains auditeurs se sont déjà familiarisés avec la grille de programme de la radio Burkina 2 mois après son ouverture. Et surtout si je prends commentant l'actualité, l'émission que j'interviens à tout temps, et l'émission en toute vérité, ce sont les 2 émissions que moi je préfère à tout temps, et les informations. L'émission Zakorolgo est notre préférée. Nous l'écoutons tout le temps car le thème répond à nos préoccupations familiales. Au centre émetteur, le personnel du service technique de la RTB veille au gré pour éviter d'éventuelles interruptions des programmes. Par rapport au centre émetteur, je dirais que c'est juste souvent des petites pannes, surtout des coupures liées au délestage. Donc ils font que souvent il y a quelques arrêts. Ce qui fait que en tout cas l'agent doit être tout le temps présent puisque les appareils qu'ils ont amenés, à chaque fois qu'il y a délestage, il faut encore redémarrer. Le centre émetteur de Diapaga a vu le jour en 2005. Il couvre toute la zone de la Tapoa et ses environnants jusqu'à la frontière du Bénin. Autre chose à présent, et nous parlons du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne. La mise en œuvre de ce projet a nécessité l'élaboration d'un plan annuel de travail. Mais pour l'heure, ce plan est en phase de validation et c'est pour cela que les membres du comité de pilotage du PGEPC sont réunis à Ouagadougou. À noter que ce projet est financé à plus de 16 milliards de francs CFA par l'Association internationale pour le développement. Yacouba Gamene, Bouma Ernest Nebi. Le comité de pilotage du projet de gouvernance économique et de participation citoyenne tient sa première session à Ouagadougou. Une rencontre au cours de laquelle les participants vont réfléchir sur la mise en route du dit projet. La question centrale au niveau donc de cette première session, c'est de valider le plan de travail annuel pour l'année à venir et puis naturellement de cadrer un certain nombre de choses dans la mise en œuvre donc, du projet. C'est un plan d'à peu près 5 milliards de francs CFA qui, comme je l'ai dit, va financer à la fois les aspects donc, de participation citoyenne, les aspects de mobilisation des ressources intérieures et les aspects de pilotage du projet. Ce projet de la Banque mondiale d'un coût d'environ 17 milliards de francs CFA devra contribuer, entre autres, à l'amélioration de la mobilisation des recettes intérieures, la gestion des dépenses publiques et au renforcement de la participation citoyenne au développement du Burkina. Dans un contexte de PNDS, le projet tombe à pic. Le projet tombe bien pour le PNDS puisque l'axe 1 du PNDS a trait à la gouvernance, c'est réformer les institutions et moderniser l'administration. Et on a un volet très important concernant la gouvernance économique, la gouvernance politique et administrative notamment. Et quand on parle de gouvernance, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'environnement soit propice, il faut qu'il y ait de la sécurité, il faut que les procédures au niveau des marchés publics soient transparentes. Le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne a eu une durée de 5 ans. Les membres de son comité de pilotage sont issus de plusieurs départements ministériels et de la société civile. On repart dans la région de l'Est pour parler cette fois de lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. C'est une lutte dans laquelle s'est engagée l'ONG Action contre la faim dans cette région. Et dans le cadre de ce projet, ACF a lancé depuis 2014 un projet dénommé Appui au renforcement des jardins de santé. Les acteurs chargés de la mise en œuvre de ce projet se sont retrouvés le week-end dernier donc à Fada pour un bilan. Aimé Douamba, Mahamadzi Ouedraogo. Le fléau de la malnutrition qui touche beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans est au cœur des préoccupations de l'ONG Action contre la faim ACF. En 2014, elle a mis en œuvre son projet d'appui au renforcement des jardins de santé au profit de 28 groupements féminins, soit plus de 940 ménages pauvres de la région de l'Est. Après 3 ans d'exécution, les acteurs du dit projet et les bénéficiaires sont autour d'une même table pour faire le bilan des activités menées et diffuser les bonnes pratiques et les leçons apprises en matière de prévention de la malnutrition. Nous sommes là pour lutter contre la pauvreté, mais en particulier lutter contre la malnutrition et donc renforcer les familles pour qu'elles puissent vraiment subvenir aux besoins nutritionnels. Cette approche de l'ONG ACF a permis de réduire la pauvreté des couches vulnérables. Il y a eu une étude Baseline Study qui a été faite
et cette étude avait donné des chiffres. Et maintenant, nous avons mis en œuvre ce programme et au niveau de la production, la diversité alimentaire, etc., ces chiffres ont été vraiment améliorés. ACF nous accompagne à assainir nos milieux. Nous avons eu des équipements en matériel et en infrastructure, comme les fourrages et les puits. Elle nous appuie à travers des formations pour la fabrication des farines nutritionnelles et la gestion des jardins maraîchers. L'ONG ACF œuvre depuis 2008 pour l'amélioration de la sécurité nutritionnelle des mères et des enfants défavorisés au Burkina Faso. Quel avenir pour le système éducatif si le Burkina Faso passait à une 5e république? La question intéresse le MEFA, le mouvement des étudiants du Faso. Le MEFA a lancé la réflexion sur cette question au cours d'une conférence publique organisée le 11 février dernier à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Conférence au cours de laquelle des propositions ont été formulées en vue d'améliorer le système éducatif actuel. Des précisions avec Kwale Nebié et Aruna Mari. Une conférence publique, 3 orateurs pour une projection dans le système éducatif de la 5e République. Des interventions, il ressort que le système actuel tire ses racines dans la Constitution qui garantit à tous le droit à l'éducation. Les conférenciers font également le constat que du continuum au modèle licence, master, doctorat, le système a connu un essoufflement. Des pistes de solutions sont donc évoquées. L'option stratégique de faire appel au privé, éventuellement, ne serait-ce que pour la question des infrastructures. Sur la question du modèle d'enseignement, il faut déjà évaluer le LMD qui a déjà quelques années de mise en œuvre. Le développement que nos dirigeants tentent de promouvoir, c'est à travers des grands investissements. Et quand on fait de grands investissements pour construire des routes, des ponts et autres, il faut des gens pour faire le travail. Vous prenez nos entreprises, vous verrez qu'il y a beaucoup d'entre eux qui, à l'intérieur même, ont du mal à avoir des techniciens pour faire le travail. Donc ça veut dire qu'il y a du boulot, il n'y a pas de compétences pour les occuper, et de l'autre côté, il y a des chômeurs. L'initiative est du mouvement des étudiants du Faso MEFA. Le mouvement entend ainsi décrypter le système éducatif actuel afin d'amoindrir les difficultés. Nous avons un retard sans merci dans toutes les universités publiques. Effectivement, le problème des infrastructures, il y a la question des aides sociales. À travers cette conférence publique, le MEFA s'invite donc dans le débat sur les réformes constitutionnelles en cours pour une prise en compte des préoccupations de la communauté éducative. Et puis une autre star dans cette édition, Augustin Sondé Koulibaly, a été inhumé ce 13 février au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Cet écrivain natif de Orodara est décédé le 11 février dernier. Parents, amis et acteurs du monde de la littérature l'ont accompagné à sa dernière demeure. On voit cela avec Césaire Carrefour et Nyarkiteda. L'écrivain Augustin Sondé Koulibaly repose désormais ici au cimetière municipal de Gounguin. Cet homme de lettres est né à Orodara et fit ses études primaires en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, avant de déposer ses valises à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour les études secondaires. Augustin Sondé Koulibaly est aussi journaliste, conseiller d'action culturelle, après des études supérieures au Centre international d'enseignement du journalisme à l'Université de Strasbourg en France et au Centre d'action culturelle ICA de Lomé. Bien connu dans le monde littéraire, Augustin Sondé Koulibaly laisse un grand souvenir à ses enfants. Vraiment, il a été aimable envers nous. Il a été en tout cas généreux et vraiment, on garde un bon souvenir de lui. Il a été en tout cas un père exemplaire et nous allons essayer de suivre ses pas. Augustin Sondé Koulibaly a occupé plusieurs fonctions. Il fut directeur adjoint de l'information de 1959 à 1961. De 1983 à 1986, il fut directeur des arts plastiques et de l'artisanat. En 1959, il est devenu personne ressource dans les questions de l'art et de la culture et conférencier dans les grandes écoles. Il a reçu des prix dont le Grand Prix en littérature de l'Institut africain et une décoration de chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de la République française. Je retiens de l'homme une personne très affable, très aimable, qui a le sens de l'humour, qui a le sens de l'amitié et qui a le sens de la fraternité.
Je retiens de l'homme un collègue, un ami, quelqu'un qu'on ne peut jamais oublier. Auteur des ouvrages Les Dieux délinquants, La Fontaine au masque, Augustin Sondé Coulibaly est né en 1933. Il laisse derrière lui 10 enfants, 25 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants. Voilà, que son âme repose en paix. Actualité hors du Burkina Faso, en Centrafrique, la force des Nations Unies a mené une opération contre des hommes armés. Cette opération, intervenue samedi dernier, avait pour objectif de stopper des hommes armés appartenant à une faction de l'ex-rébellion Seleka. La Centrafrique est toujours en proie à l'insécurité. Le général Joseph Zundeko, chef d'état-major du FPRPC, une faction de l'ex-Seleka, a été tué samedi lors d'une opération des casques bleus de l'ONU. Les rebelles qui se dirigeaient vers Bambari, une ville située dans le centre, ont été stoppés par un hélicoptère de la MINUSCA. Ces derniers jours, la Centrafrique connaît un regain de tension. Au moins 20 combattants ont été tués autour de Bambari après des affrontements entre deux factions rivales de l'ex-Seleka. Le gouvernement de Faustin Touadéra a pourtant lancé une campagne de désarmement et de réinsertion des groupes armés. Malgré cela, la paix demeure toujours fragile. C'est en 2013 que la guerre a éclaté dans ce pays d'Afrique centrale, lorsque le président François Bozizé a été renversé par des rebelles de la Seleka qui prétendaient défendre la minorité musulmane du pays, ce qui a entraîné une riposte des milices chrétiennes anti-Balaka. Le conflit a fait des milliers de morts et déplacé des centaines de milliers de civils. Depuis, le pays essaye tant bien que mal de sortir de ce chaos sous la tutelle de la MINUSCA. Et puis ce chiffre de l'Organisation internationale des migrations, plus de 400 morts ont été enregistrés en Méditerranée depuis janvier 2017, selon le dernier rapport de l'OIM. Ce chiffre serait même en deçà de la réalité, puisque cette organisation ne dispose pas encore de données concernant certaines parties du monde, comme l'Afrique subsaharienne, qui compte beaucoup de candidats à la migration. Plus de 400 morts enregistrés en Méditerranée depuis janvier 2017, selon le dernier rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. En plus de la Méditerranée, des axes comme ceux de l'Afrique du Nord et la route reliant le Mexique aux États-Unis ont été déclarés dangereux par l'OIM. Cela fait 40 jours depuis le début de l'année et nous avons enregistré plus de 400, presque 420 migrants morts dans le monde entier, soit une moyenne de 10 personnes par jour. Un nombre qui risque de doubler, voire tripler durant l'été, selon le porte-parole de l'organisation qui craint un nouveau record de décès, d'autant plus que l'OIM ne dispose pour l'instant que de chiffres partiels. C'est le moment de l'année où les données tendent à être moins complètes, dont nous craignons que nous n'ayons par exemple en Amérique latine un chiffre environ 2 fois plus élevé que les décès actuels. Ce moment de l'année est mal choisi. À ce stade, nous n'avons pas de chiffres de l'Afrique subsaharienne ou de la Corne de l'Afrique qui sont des endroits extrêmement mortels au fil des ans. Un record de 7495 morts de réfugiés et de migrants a été enregistré dans le monde en 2016, près d'un tiers de plus qu'en 2015. La majorité périssant en Méditerranée par noyade, hypothermie ou déshydratation avancée. Les chiffres les plus élevés proviennent de l'Afrique de l'Est, particulièrement de l'Érythrée et de l'Éthiopie. Au Mexique, des milliers de personnes se sont rassemblées le week-end écoulé pour dénoncer le projet de construction des murs à la frontière annoncé par le président américain Donald Trump. Les Mexicains invitent leur chef d'État à plus de fermeté face au président américain. Donald Trump comparé à Adolf Hitler par des manifestants mexicains. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à travers le pays pour protester contre la politique migratoire du président américain. La Maison-Blanche compte construire un mur entre les deux pays et renégocier l'accord nord-américain de libre-échange avec Mexico, inacceptable pour ces manifestants. Ces mesures menacent les droits de tous, de nos migrants aux États-Unis et mettent l'économie mexicaine en danger, insiste María Elena Morera. En tant que Mexicains, nous devons pousser notre gouvernement, le président Peña Nieto et le chef de la diplomatie Videgaray, à nous défendre et à défendre la souveraineté nationale contre ces attaques du gouvernement des États-Unis. Le mur, envisagé par Donald Trump, pourrait coûter près de 20 milliards de dollars, un prix que l'intéressé a promis de baisser drastiquement. Le Mexique avait, sans surprise, refusé de le financer.
On revient chez nous pour conclure ce journal par la revue de presse. À la une des quotidiens de ce 13 février, la clôture de l'année internationale des légumineuses et la situation sécuritaire au Burkina Faso et précisément dans le Sahel. Voici la revue de presse de Touboum Evelyne Dabiri. Le journal Le Quotidien informe que le Burkina Faso a abrité les 10 et 11 février la clôture de l'année internationale des légumineuses, une clôture présidée par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Cette année était placée sous le thème « Valorisation des légumineuses dans le cadre des ODD » et pour la résilience au changement climatique, rappelle aujourd'hui au Faso. Ce thème est une invite à la réflexion sur les voies et moyens qui permettront aux légumineuses de constituer une solution à l'atteinte des ODD, écrit ce journal. Et au terme des travaux, la directrice générale adjointe de la FAO a invité tout un chacun à s'impliquer davantage dans la production et la transformation des légumineuses, lit-on dans Aujourd'hui au Faso. Autre point de l'actualité, la question sécuritaire dans le Sahel burkinabé. Sidoya rappelle le dernier acte en date, qui est l'assassinat d'un conseiller municipal de Soboulé et de son fils le 4 février dernier par des individus non encore identifiés. L'observateur Palga interroge, le Sahel burkinabé est-il en train d'échapper au contrôle de Ouagadougou en passe de perdre le nord? Une question légitimée par les nombreux actes terroristes perpétrés dans le Soum et répertoriée par ce journal. Si l'observateur Palga met en garde contre le syndrome azawadien qui guette le Faso, Sidoya lui propose l'information comme piste de solution. Et pour ce journal, qu'il connaît mieux le Sahel que les Bélas, les Arabes et autres nomades qui l'habitent, ils sont les vraies mines d'informations. Il n'y a point de temps à perdre, estime ce journal, sinon le septentrion burkinabé risque de subir le même sort que celui du Mali. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTB.